Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire sur les actualités sociales de l'été. On est ensemble pour 1 heure et je vais vous laisser le temps de vous présenter sur le chat. Vous avez l'habitude de présenter votre groupe local et de nous dire un petit coucou, ça fait toujours du bien. Je vous laisse quelques instants pour vous connecter. On commencera à midi. Bonjour Déborah, bonjour Vincent, bonjour Gilles, bonjour Isabelle. Vous êtes assez nombreux à vous être inscrits aujourd'hui. On va être un peu plus de 300. C'est le dernier webinaire avant les vacances. Je pense que vous l'attendiez de pied ferme. Bonjour Johanna, bonjour Elsa, bonjour Julie, bonjour Frédéric. J'espère que vous vous êtes mis au frais. Aujourd'hui, il fait très très chaud. On est ensemble pour 1 heure. Pensez à votre petite bouteille d'eau. Bonjour Hugues, bonjour Sylvie. Bonjour Sophie. Je vois que tous les groupes locaux de la NDRH sont présents aujourd'hui, ça fait plaisir. On a même la Réunion qui est présente. Bonjour Léa. Je reconnais certains noms et prénoms. Pour ceux que je connais pas, bonjour à toutes et à tous. On va commencer d'ici une petite minute. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de webinaire sur les actualités sociales. Je pense que vous attendiez tous ce webinaire pour faire le point sur les actualités dites chaudes du moment. C'est le cas de le dire. Donc, on va commencer. Bonjour Marion. Bonjour, bonjour à tous. Alors, Marion Robert, du cabinet Actance, avocat associé, qui va nous accompagner sur ce webinaire. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Alors, Actance, un cabinet spécialisé en droit social qui compte une 60aine d'avocats, si je me trompe pas. Et aujourd'hui, c'est Marion Robert qui nous accompagne pour 1 heure. Vous pourrez lui poser vos questions. N'hésitez pas à réagir en direct. On essaiera de répondre à certaines questions dans le fil de discussion. C'est toujours plus intéressant et plus fluide pour vous de ne pas forcément y revenir en fin de webinaire. Donc, on va essayer de fonctionner comme ça aujourd'hui. Donc, bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je vous laisse toujours vous présenter, vous avez l'habitude. Aujourd'hui, on a 2 gros objectifs. C'est faire le point sur les dernières actualités sociales et répondre à vos questions. Alors, au sommaire, on va parler forcément canicule. On enregistre aujourd'hui des records de chaleur à travers toute la métropole. On va forcément aussi parler de télétravail dû par cette canicule. La loi climat et résilience, on va y revenir à la suite du télétravail. Et la loi santé, ainsi que de l'inaptitude et du pouvoir d'achat pour faire face à l'inflation. Marion, je crois que c'est à vous sur le volet canicule et mesures à appliquer par l'employeur. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Donc, il nous paraissait effectivement de circonstance de faire un petit focus sur les obligations de l'employeur en temps de canicule. Et étant précisé que le ministère du Travail a communiqué sur le sujet le 12 juillet dernier en rappelant que les employeurs ont une obligation de prévention en matière de santé et de sécurité au travail. Et bien évidemment, face à la canicule, l'employeur doit prendre toutes les précautions nécessaires pour protéger les travailleurs au regard de cette obligation de sécurité qu'il doit à ses collaborateurs. Et pour ce faire, vous avez sur le site du ministère du Travail, je vous ai mis le lien,
toute une série de recommandations qui ont été publiées par le ministère du Travail. Bon, étant entendu que ce sont des recommandations, on va le voir, assez larges, qui doivent évidemment être adaptées à votre contexte local. Alors, D'ailleurs, je précise, oui, Marion, hein, oui. je ne l'ai pas dit, hein, ça va être un PPT assez chargé parce que Marion a mis tout ce qu'il faut pour vous informer. Vous allez pouvoir télécharger cette présentation dès cet après-midi sur le site de la NDRH. Donc voilà, c'est assez conséquent, mais vous inquiétez pas, vous allez pouvoir retrouver ces informations. Marion, je vous laisse la parole. Pas de problème. Alors, sur les mesures générales, un point qu'on peut avoir tendance à oublier, mais qui est fondamental, nous rappelle le ministère du Travail, c'est qu'il faut prendre en compte et retranscrire dans le document unique d'évaluation des risques, les risques liés aux ambiances thermiques, sous-entendu aux périodes de canicule, et adopter les mesures de prévention, encore une fois, qui vont permettre d'assurer la santé et la sécurité des salariés dans ce contexte. Donc, attention, pensez bien, dans vos documents uniques, les canicules, on en connaît maintenant, hélas, régulièrement chaque année, à prévoir dans ce document unique ce risque, premièrement l'identifier, et puis deuxièmement, prévoir des mesures de prévention pour limiter les risques liés à un épisode de cette nature. Autre mesure d'ordre général rappelée par le ministère du Travail, qui tombe sous le sens, renouveler l'air de façon à éviter les élévations exagérées de température dans les locaux quand ils sont fermés, mettre à disposition de l'eau potable et fraîche, fournir aux salariés des moyens de protection contre les fortes chaleurs et ou de rafraîchissement. Petit focus sur le BTP, je ne sais pas si certains d'entre vous sont concernés, évidemment, secteur qui est encore plus exposé à la canicule, mettre à disposition des travailleurs, nous dit le ministre, un local de repos adapté aux conditions climatiques ou alors aménager le chantier de manière à permettre l'organisation de pauses dans des conditions de sécurité équivalentes. Et puis, mettre à disposition des salariés au moins 3 litres d'eau potable et fraîche au minimum par jour et par salarié. Autre mesure d'ordre général, on sait que certains collaborateurs ont besoin de moyens de protection individuelle pour pouvoir fournir leurs prestations de travail. Donc, attention à s'assurer que le port de ces équipements de protection individuelle est compatible avec les fortes chaleurs. Autre mesure générale, on prend des mesures d'organisation pour augmenter les temps de pause, peut-être prioriser les travaux plus pénibles, plus manuels sur des heures un peu moins chaudes dans la journée. Donc, c'est ce qu'on appelle au sens large du terme les mesures organisationnelles. Alors, focus en cas d'alerte vigilance rouge par Météo France. Donc, cette carte, évidemment, elle évolue chaque jour. Donc, à surveiller de près, puisque le ministre du Travail nous dit, attention, dans ce cas-là, vous avez des obligations particulières. Premièrement, c'est réévaluer quotidiennement les risques. Donc, par rapport à votre obligation de sécurité, c'est chaque jour faire le point sur les risques encourus pour les travailleurs en fonction de la température et de son évolution au cours de la journée, en fonction aussi évidemment de la nature des travaux qui doivent être effectués et également en fonction de l'âge et de l'état de santé des travailleurs. Donc ça, c'est un travail qui, encore une fois, en cas d'alerte vigilance rouge, doit être fait quotidiennement. Alors certes, j'ouvre une parenthèse, ce ne sont que des préconisations ministérielles, vous allez me dire, mais on sait très bien que si à un moment, il y a réalisation du risque, par exemple, un salarié qui a un malaise un peu sérieux lié à ces fortes températures, si on n'est pas en capacité, côté employeur, de démontrer que premièrement, on a évalué les risques liés à ces fortes températures et deuxièmement, on a pris les mesures qui vont bien en face, vous pouvez vous exposer à une action, par exemple, du type reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, si encore une fois le risque s'est réalisé, ou alors des actions pour obtenir des dommages à intérêts, estimant que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité. On peut également avoir un droit de retrait qui peut être exercé par les salariés en question. Donc, attention, encore une fois, ces mesures-là, ce sont des recommandations. Mais ce sont ces éléments-là qui pourront être utilisés contre vous si, encore une fois, il y a une action, qu'elle soit individuelle ou collective, de la part des salariés concernés. Alors, toujours quand je referme la parenthèse, quand je suis en alerte vigilance rouge,
Une fois que j'ai réévalué quotidiennement mes risques, ben évidemment, je prends les mesures qui s'imposent. Donc, ça peut passer, on l'a dit, par un aménagement de l'organisation, donc ça veut dire de la charge de travail, des horaires, mais également, et d'où le lien avec le télétravail, un réexamen de la liste des salariés bénéficiant du télétravail. Peut-être qu'il va falloir, si certains postes sont fermés au télétravail dans votre configuration actuelle, bah, prêter une attention particulière aux femmes enceintes, aux personnes souffrant de pathologies chroniques ou en situation de handicap, de sorte à les intégrer dans la liste des jobs télétravaillables, même si ce n'est que temporaire, le temps de la canicule. Si l'évaluation fait apparaître que les mesures prises sont insuffisantes, il va falloir là aussi effectivement prendre des mesures. Alors, ces mesures, elles peuvent être effectivement très variées. Ça dépend de la nature de votre activité. Mais le point, c'est encore une fois évaluer et puis derrière prendre les mesures qui s'imposent. Attention sur l'évaluation des risques, j'ouvre une nouvelle parenthèse. Pour ceux d'entre vous qui ont un CSE, il faut bien penser à associer le CSE à l'évaluation des risques et à la mise en place des mesures de prévention dans ce contexte de canicule. Alors, en résumé, donc j'ai repris ce que je trouvais que c'était pas mal fait, un petit schéma du ministère. Donc, pour les employeurs, à destination des employeurs, je me prépare et j'agis. Donc, je me prépare, on l'a vu, donc c'est toute la batterie de mesures qui vont être mises en place. Mais au-delà de cette préparation, j'agis, c'est-à-dire que je m'assure en ma qualité d'employeur que les mesures que j'ai mises en place, elles sont respectées. Je prends un exemple, j'ai augmenté mes temps de pause pour permettre à mes salariés qui travaillent à l'extérieur, à la chaleur, de rentrer dans une salle climatisée et d'être en pause plus longtemps. Je m'assure que ces temps de pause sont bien respectés. Donc pour ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire premièrement, je communique, je fais des notes d'information à destination des collaborateurs. Deuxièmement, je sensibilise mes managers pour qu'ils veillent au respect de ces mesures. Et encore une fois, c'est fondamental puisque si le risque se réalise derrière, ça sera très bien de dire on a mis en place des mesures, mais s'il s'avère que ces mesures, elles n'étaient pas respectées, on pourra toujours, côté salarié, tenter de rechercher la responsabilité de l'employeur. Donc, attention à ça. Attention également à la mise à jour de vos DUER. Le DUER, n'oubliez pas, c'est également depuis la loi santé dont on parlera tout à l'heure, que le CSE doit être consulté préalablement à toute mise à jour du DUER. Alors évidemment, quand on est sur une mesure d'urgence, il vaut mieux mettre en place les mesures de prévention et tant pis pour la consultation du CSE, mais comme je disais tout à l'heure, ces phénomènes de canicule ayant tendance à se répéter d'une année sur l'autre, on peut aussi une bonne fois pour toutes mettre dans son DUER un chapitre dédié aux risques liés aux fortes chaleurs et donc avec des mesures de prévention qui sont déployées en pareilles circonstances. Alors, exemple de mesure, vous verrez l'INRS, si vous manquez d'idées, d'inspiration, a publié sur son site quelques exemples. Alors, toujours sur la logique de l'aménagement des horaires, donc ce que je disais tout à l'heure, mais également le fait de limiter les temps d'exposition à la chaleur avec des rotations de personnel quand cela est possible, les temps de pause, on en a parlé, les augmenter dans des lieux frais si possible, permettre aux salariés aussi d'adopter son propre rythme de travail pour réduire sa contrainte thermique. Si effectivement il veut démarrer plus tôt le matin parce qu'il fait plus frais, ne pas hésiter à mettre en place ce type d'organisation, limiter ou reporter le travail physique, modifier voire mécaniser certaines tâches, prévoir des sources d'eau potable, des aires de repos ombragées climatisées, les fameuses bouteilles d'eau à disposition. Éviter le travail isolé, ça c'est un point important parce que c'est pour surveiller évidemment les salariés, pour être sûr qu'il n'y ait pas de difficulté, pas de problème de santé liés à ces fortes chaleurs. Il faut éviter le travail isolé des salariés. Former, je l'ai dit, informer les salariés sur les risques liés à la chaleur. Vous verrez sur le site du ministère du Travail, vous avez des exemples de petites affichettes que vous pouvez reprendre pour informer les salariés des risques liés à la chaleur. Mais au-delà de ça, il va falloir les informer sur les mesures que vous avez mises en place pour qu'ils puissent en bénéficier pendant cette période un peu exceptionnelle. Il va falloir aussi prendre en compte la période d'acclimatation nécessaire pour les intérimaires, les nouveaux embauchés, les salariés de retour après une absence. Donc, tout ça pour dire qu'il faut veiller aussi aux salariés qui reviennent dans les locaux au plus
de la période de canicule. Donc, en complément de ces mesures, évidemment, l'INRS nous dit vous pouvez mettre en place des mesures de prévention individuelle, habillement, hydratation, alimentation, etc. Voilà. Bonjour Marion, on a une question de Mélanie qui nous pose une question sur l'aménagement des horaires, venir plutôt à sa guise par rapport aux horaires du collectif. Préconisez-vous d'informer l'inspecteur du travail? Alors, comment dirais-je? Si c'est quelque chose de très exceptionnel, on peut mettre effectivement l'inspecteur du travail dans la boucle, mais en tout cas, il faut agir rapidement. Donc, on va pas avoir, me semble-t-il, le temps de réviser son accord temps de travail en bonne et due forme, à informer l'inspecteur du travail, etc. À minima, moi, je pense qu'il faut faire une information et du CSE pour ceux qui en ont et des salariés, en expliquant que ce sont des mesures exceptionnelles liées aux fortes chaleurs. Mais c'est vrai qu'on serait plus fort si, premièrement, on avait intégré ce risque dans le DUER en prévoyant la possibilité d'aménager les horaires de travail pendant la période de canicule en question. On peut aussi imaginer, après tout, on est à l'ère du réchauffement climatique, ça ne se fait pas jusqu'à maintenant, mais qu'est-ce qui nous empêcherait dans un accord temps de travail d'avoir un chapitre dédié aux épisodes de forte chaleur ou de grand froid d'ailleurs, en disant que pendant ces périodes-là, on pourrait sortir de l'horaire collectif de travail habituel et l'aménager dans telle et telle limite. Pourquoi pas? Mais c'est vrai que l'inspection du travail, dans la rigueur des principes, oui, il faut les associer. Mais encore une fois, on peut se retrouver dans l'urgence. Quelquefois, l'épisode de canicule n'est pas très anticipé et il vaut mieux, à mon sens, mettre en place les mesures qui vont bien. Tant pis, même si on ne peut pas en amont informer l'inspection du travail. Mais encore une fois, on va répondre très rapidement à Pierre-Yves Merer qui pose une question sur l'obligation des bouteilles d'eau, s'il y a une fontaine ou de l'eau potable à dispo sur site. Je pense que la réponse est assez courte. Oui, en fait, ce sont des exemples de mesures que je vous donne. Il n'y a pas, nulle part, vous ne trouverez de liste impérative. La seule chose qui est obligatoire, c'est d'évaluer les risques et de prendre des mesures pour limiter la réalisation des risques par rapport à la santé des salariés sur ces périodes de canicule. C'est tout. Donc après, vous pouvez presque, j'ai envie de dire, laisser libre cours à votre imagination pour autant que ce soit efficace et pertinent pour lutter contre la réalisation de ces risques. C'est tout. Les bouteilles d'eau, il n'y a rien effectivement qui vous contraigne à le faire. Mais mettre de l'eau fraîche à disposition des salariés sous une forme ou une autre, c'est vrai que ça paraît être une mesure tout à fait adéquate en période de canicule. Et on peut aller jusqu'à décaler les horaires sur la nuit, par exemple? Alors, le problème du travail de nuit, attention, c'est que ça génère après d'autres difficultés liées notamment aux contreparties que vous devez mettre en place éventuellement sur des horaires de nuit. Ça dépend des conventions collectives, mais il peut y avoir des obligations particulières. Ça génère aussi les problématiques de temps de repos, donc ce n'est pas toujours adapté. Moi, je crois plutôt à l'idée qui consiste à dire on reste sur des horaires de journée, mais on permet aux salariés de commencer un peu plus tôt le matin, par exemple, et de repartir un peu plus tôt, ou alors de commencer un peu plus tard, mais je trouve que la logique est quand même un peu discutable, et partir un peu plus tard. Mais j'éviterai d'être sur la période 22h, 6h du matin, qui peut générer d'autres difficultés liées au travail de nuit, ces salariés n'étant pas a priori dans le champ d'application des dispositions de l'entreprise relatives au travail de nuit. Alors, les contrôles, il faut quand même s'en dire un mot parce que la DGT, donc la Direction générale du travail, a transmis le 31 mai dernier à ses services une nouvelle instruction relative à la gestion des vagues de chaleur, donc qui est valable pour toute la période estivale. Et l'instruction demande aux inspecteurs du travail de rappeler aux employeurs qu'ils doivent évaluer les risques liés aux ambiances thermiques et les intégrer au DUR. Donc, ça veut dire que les inspecteurs du travail peuvent vous interroger sur votre DUR, le contenu du DUR, sur ces questions liées à la chaleur. Il faut également que les inspecteurs du travail, dit la DGT, rappellent aux employeurs qu'il est interdit d'affecter des jeunes aux travaux les exposant à des températures extrêmes susceptibles de nuire à leur santé.
Il faut également que les inspecteurs du travail puissent inciter les employeurs à adopter une organisation de travail qui, encore une fois, permette de faire face à cette période de forte chaleur. Également, que les inspecteurs du travail mobilisent les services de santé au travail pour aider les employeurs dans la mise en œuvre des mesures nécessaires à la protection des salariés. Et enfin, ce qui peut vous concerner au premier chef, les inspecteurs du travail sont appelés à aller contrôler les entreprises pendant ces périodes de canicule pour voir si elles ont bien mis en place les mesures nécessaires à la protection de la santé de leurs collaborateurs. Et notamment visé par la Direction générale du travail, le BTP, qui est un secteur particulièrement exposé. Encore une fois, au-delà des contrôles de l'inspection du travail, le fait de ne pas mettre en place les mesures de prévention nécessaires vous expose de toute façon à des actions des salariés eux-mêmes. On voit fréquemment en période de canicule des salariés exercer ce qu'on appelle leur droit de retrait, c'est-à-dire qu'ils arrêtent de travailler tant que l'employeur ne met pas en place les mesures permettant de les protéger, en l'occurrence de la chaleur. Et ces périodes-là, qui sont des périodes non travaillées, si le droit de retrait est justifié parce que l'employeur n'a rien mis en place ou en tout cas pas les mesures adaptées, ces périodes-là, elles sont quand même rémunérées aux salariés. Donc ça, c'est le premier risque qui est un risque assez courant. Et puis après, vous avez la situation, heureusement un peu moins fréquente, du salarié qui, encore une fois, aurait un malaise un peu sérieux, qui sera qualifié nécessairement d'accident de travail. Et derrière, ça peut générer une mise en cause de la responsabilité de l'employeur avec demande de réparation de la part du salarié concerné. OK ? Peut-être juste une précision. Qu'est-ce que veut dire le mot « jeune » dans l'interdiction de faire travailler? Alors, c'est les mineurs, c'est le travail des mineurs, ceux qui ont moins de 18 ans. Jeune en droit du travail, c'est toujours interprété comme concernant le travail des mineurs. Et c'est vrai que ça a été précisé. Pourquoi? Parce qu'on est pendant les vacances scolaires et qu'en France, les mineurs, à partir de 14 ans, pendant les vacances scolaires, ont droit de travailler. Et donc, ça peut être des jobs d'été, entre guillemets. Et donc, la DGT rappelle effectivement que ces populations-là sont encore plus protégées que les salariés, entre guillemets, classiques. Alors, est-ce que, juste peut-être pour terminer sur les questions, y a-t-il des températures d'exposition maximum pour les salariés? Alors non, il n'y a pas de température maximum. Il y a des recommandations de la part de l'INRS qui dit qu'à partir de 35 degrés, on peut considérer que c'est une température extrême. Mais attention à prendre avec beaucoup de précautions parce qu'on sait bien qu'il y a des activités qui nécessairement vont être exercées avec une température plus élevée. Je travaille à côté d'un four. Il est évident que je suis exposée en dehors de la canicule à des températures déjà un petit peu extrêmes. Donc, c'est pour ça que dans le Code du travail qui régit les relations entre tous les employeurs, quel que soit leur secteur d'activité, et les salariés, il n'y a pas de minimum et de maximum. Simplement des recommandations de l'INRS, encore une fois. Merci Marion. On souhaitait aussi faire un point sur le télétravail suite à cette canicule et de nombreuses personnes du coup mises en télétravail pour faire face à ces fortes chaleurs. Qu'est-ce qu'on peut en dire en ce moment? Alors, le télétravail, donc effectivement, sujet d'actualité canicule, mais également Covid, on ne s'en lasse plus du télétravail. Bon, le télétravail, quelques chiffres, on voulait vous redonner sur 2021, puisqu'évidemment, nous n'avons pas encore les chiffres 2022. Donc, combien de jours par semaine? En moyenne, on est à 1 à 2 jours par semaine dans les entreprises en France. Quels salariés sont concernés? Majoritairement, 55% des cadres, près de 0% des employés peu qualifiés, ce qui évidemment est compliqué en termes de relations sociales, parce que en période de canicule, finalement, on peut protéger davantage ceux qui peuvent télétravailler que des employés, par exemple, dans l'industrie qui sont nécessairement sur la ligne de production, quoi qu'il arrive, quel que soit le temps. Combien de salariés télétravaillent? À peu près 22% des salariés télétravaillent en France, 1 heure au cours de la semaine, au moins. Donc, c'est le résultat de la petite enquête qui a été faite. Quelles sont les entreprises concernées? Donc, dans les toutes petites structures de moins de 10 salariés, finalement, il y a
très peu de télétravailleurs, de l'ordre de 9%. Pour les entreprises de 250 salariés et plus, on est environ à 36% en 2021 de télétravailleurs. Donc ça, c'était pour la partie chiffres. On vous a mis, parce que ça nous semblait intéressant, des recommandations de l'Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises, l'ORS, qui a étudié, c'est là que c'est intéressant, à peu près 3000 accords sur le télétravail, conclus après l'accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020, dédié au télétravail. Et en fait, suite à cette étude, cet observatoire émet 5 recommandations. Alors, ce sont des recommandations, mais je trouve que c'est des pistes de réflexion intéressantes si vous travaillez sur le sujet du télétravail par le biais d'un accord collectif ou d'une charte. Premièrement, donc, il faut vraiment se servir de l'accord national interprofessionnel comme outil méthodologique pour construire son accord ou sa charte sur le télétravail. Ça, c'est la première recommandation, parce qu'en fait, on constate que peu d'entreprises se sont saisies de cette ANI et l'ont utilisée pour négocier sur le sujet du télétravail. Or, il y a quand même un certain nombre d'outils qui figurent dans cette ANI. Deuxième recommandation, slide suivant. Pardon, voilà. Prévoir les différents scénarios de recours au télétravail en cas de force majeure. Donc, ce qui est constaté, c'est que finalement, il y a peu d'accords, enfin, vous voyez les chiffres, qui envisagent l'élargissement du périmètre d'éligibilité en cas de force majeure. On se parle de canicule, moi, à mon sens, dans un accord ou dans une charte télétravail, parce qu'on a beaucoup parlé d'épidémie, ça c'est sûr, mais la canicule a aussi sa place. On peut aussi prévoir d'élargir le champ des éligibles au télétravail dans un contexte de grand froid d'ailleurs ou de période de canicule, pourquoi pas. Donc, ça, ce sont des éléments effectivement qui peuvent aussi aider dans la construction du télétravail au sein de vos entreprises respectives. Troisième recommandation, c'est anticiper donc de façon encore plus précise la révision du périmètre des salariés éligibles. Comment je révise mon accord ou ma charte si je veux étendre le périmètre des éligibles. Exemple, j'ai exclu les salariés en contrat de travail à durée déterminée. Je veux élargir le champ des éligibles. Exemple, je constate que dans beaucoup d'accords ou de chartes aujourd'hui, le télétravail doit se faire exclusivement au domicile du salarié. Je veux élargir le champ des éligibles, même si je ne télétravaille pas dans mon domicile, mais ailleurs en France. Donc, il faut bien anticiper. Ça, c'est vraiment de la forme, hein, mais c'est important au moment où on a besoin de réviser l'accord ou la charte, de le prévoir en amont. Et le constat qui est fait par l'Observatoire, c'est que finalement, il y a très peu d'accords qui ont anticipé cette révision du périmètre des éligibles. Quatrième recommandation, c'est prendre en compte l'évolution du rôle des managers dans les accords. En fait, les managers, par rapport à l'isolement des salariés qui sont télétravailleurs, ils ont évidemment un rôle majeur puisque c'est eux qui font le lien avec l'entreprise quand ils sont en télétravail. Donc, ce qui est constaté dans les accords étudiés, c'est que finalement, peu de ces accords ou de ces chartes ont réellement mis en avant le manager quant à son rôle pour lutter contre l'isolement, puisque vous savez qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de risques psychosociaux liés au fait de télétravailler tout seul chez soi. Et pour ça, on peut accompagner les managers en les formant, en les sensibilisant à ces questions-là. Cinquième recommandation, intégrer davantage la composante environnementale dans la négociation. Et ça rejoint, à mon sens, aussi la question de la canicule, hein, puisque on va en parler après avec la loi climat. Le CSE est, lui, aujourd'hui, pleinement intégré aux questions environnementales, j'y reviendrai. Et bien, le télétravail peut être aussi, évidemment, un outil pour lutter, entre autres, contre le réchauffement climatique, puisqu'évidemment, si je télétravaille, je ne me déplace pas en véhicule, avec mon véhicule pour venir sur mon lieu de travail, par exemple. Alors, on vous a mis très peu de jurisprudence, mais aujourd'hui, quand même, on fait un constat que, d'ailleurs, ce sont des chiffres de la NDRH de juin 2021, que 30% des DRH ont été confrontés à des salariés ayant déménagé et sollicitant l'adaptation de leurs conditions de travail. Donc, j'ai déménagé
Et finalement, je ne suis plus à proximité immédiate de mon lieu de travail. Et pour ça, je demande un aménagement par le biais du télétravail. Alors, petit rappel, je vous ai remis les principes civilistes, européens. J'ai quand même, quand je suis salarié, la liberté de choisir le lieu de mon domicile. Bon. Mais on a une brèche qui a été ouverte, et je trouvais intéressant quand même de vous le signaler, par un arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 10 mars 2022. Dans cette affaire, un salarié avait déménagé en Bretagne, donc il était à près de 450 km, ce qui n'est pas rien, de son lieu de travail, et l'employeur lui a demandé de revenir s'installer en région parisienne, estimant que ce nouveau domicile n'était pas compatible avec l'obligation de sécurité dont il était débiteur. Face au refus du salarié, l'employeur n'a pas licencié pour cause réelle et sérieuse, estimant justement que cette fixation de son domicile à une telle distance du lieu de travail faisait que lui, employeur, ne pouvait assurer son obligation de sécurité à l'égard du collaborateur. Et de façon quand même assez surprenante, la balance entre liberté de choix du domicile et obligation de sécurité de l'employeur a penché en faveur de l'obligation de sécurité. C'est-à-dire que la Cour d'appel a considéré que le licenciement était fondé puisque l'employeur ne pouvait pas garantir l'obligation de sécurité. Alors, si on prend le slide suivant, il faut quand même qu'on reste assez prudent sur ces questions-là parce que, bon, d'abord, c'est un premier arrêt de cour d'appel. Alors, ça permet d'ouvrir une brèche, hein, on va se le dire, évidemment, pour les employeurs qui se trouvent victimes d'un déménagement lointain qui résulte d'un choix de pure convenance personnelle, hein, et on a pu le constater post-confinement de mars 2020. Et donc, la Cour d'appel, pour dire ce licenciement est justifié, finalement, elle étend l'obligation de sécurité au-delà de la sphère professionnelle, à savoir hors du temps et du lieu de travail. Et c'est vrai que ce n'est pas très cohérent par rapport à la jurisprudence de la Cour de cassation sur la clause de résidence, qui est très rarement reconnue valide, puisqu'encore une fois, quand je suis salarié, je suis libre de m'établir où je veux. Alors, cette situation, elle va être difficilement transposable aux télétravailleurs, puisque sa santé, elle peut, par définition, être préservée, puisqu'il est dispensé, au moins en partie, d'effectuer des trajets. Donc, si je télétravaille, j'effectue moins de trajets, donc quelque part, je suis moins fatiguée, et donc mon employeur est plus à même de veiller à ma sécurité. Mais je trouvais quand même intéressant de vous citer cet arrêt, il a été beaucoup commenté, vous verrez, parce que c'est le premier arrêt qu'on a sur ce sujet-là. Dans la même veine, dans la même ligne, la Cour d'appel de Rennes, très récent aussi, 9 mars 2022, s'interroge, enfin est saisie plus exactement, de la question de savoir si un salarié peut se faire rembourser ses frais de déplacement domicile-lieu de travail. Là aussi, il vivait relativement éloigné de son lieu de travail. Et est-ce qu'on peut considérer que ce sont des frais professionnels non soumis à cotisation ou pas? Alors, ce qui s'est passé, c'est que l'URSSAF, elle, a redressé, estimant qu'il n'y avait pas lieu à considérer qu'il s'agissait de frais professionnels à proprement parler, puisque c'était des dépenses personnelles, le salarié vivant à 800 km de son lieu de travail pour convenance personnelle. Donc, la Cour, finalement, suit le raisonnement. Elle estime que les frais en cause correspondent à des frais de trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail habituel, qui ne font pas partie, à proprement parler, des frais professionnels, qui, eux, sont exonérés de toute cotisation, dans la mesure où, dans ce cas d'espèce, finalement, c'était un choix personnel au salarié que de vivre aussi loin de son lieu de travail. D'accord? Donc, voilà, attention, c'est quand même intéressant d'avoir ces éléments à l'esprit. Donc, en l'occurrence, le salarié, dans cette affaire, il y avait du télétravail qui était prévu à son contrat, mais il avait quand même plutôt tendance à faire les allers-retours entre son domicile et le siège social. Et c'est pour ça que la Cour d'appel a considéré que c'était vraiment une convenance personnelle dans la mesure où il aurait pu télétravailler en application de son contrat de travail. Alors, loi climat et résilience, hein, on voulait faire un point avec vous, hein, loi qui date du 24 août 2021 et qui intègre
intègre du coup la question environnementale dans le cadre des relations sociales et notamment dans la consultation du CSE dans les décisions d'entreprise. À vous la parole, Marion, sur ce point. Alors, la grande nouveauté, et là, à l'heure où on parle, c'est en vigueur. Hein. Donc, pour ceux d'entre vous qui ont un CSE, vous êtes censés tenir compte des nouvelles attributions environnementales de vos CSE. Donc, première modification, je vous ai remis le texte. Le Code du travail consacre la compétence générale du CSE en matière environnementale. Donc, ça figure désormais dans ses attributions générales. Si on poursuit au-delà de ça, les consultations, pour ceux d'entre vous qui ont un CSE avec plus de 50 salariés, donc si je prends le slide suivant, chaque année, vous devez consulter votre CSE sur 3 sujets. Premier sujet, les orientations stratégiques. Deuxième sujet, la situation économique et financière. Troisième sujet, la politique sociale de l'entreprise. Et nouveauté loi climat, au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. Donc, ça veut dire, je prends un exemple, je consulte sur mes orientations stratégiques, je dis, je vais digitaliser davantage l'activité, par exemple. Il va falloir que, dans le cadre de la consultation de mon CSE sur les orientations stratégiques, je présente au CSE les conséquences environnementales de cette orientation stratégique qui consiste à digitaliser davantage l'activité. C'est un exemple, mais il va falloir concrètement à chaque fois s'interroger et présenter au CSE les conséquences environnementales. Encore une fois, que ce soit sur les orientations stratégiques, la situation économique ou la politique sociale. D'accord ? C'est deuxième nouveauté en termes de consultation. À chaque fois que vous allez consulter votre CSE, donc là aussi, c'est en vigueur à l'heure où on se parle, sur un projet, vous modifiez l'organisation du travail, par exemple, avec une refonte totale des rythmes horaires. On parlait tout à l'heure du travail de nuit, par exemple. Vous mettez en place du travail de nuit. Donc, vous devez informer, consulter votre CSE sur ce projet de refonte des rythmes horaires. Et à l'occasion de cette consultation, puisque c'est une consultation au titre de la marge générale de l'entreprise, vous devrez consulter le CSE sur les conséquences environnementales de votre projet. Idem, vous avez un projet de mise en place de badges, par exemple. Donc là, on sait que c'est du contrôle de l'activité des salariés et que ça va nécessiter de consulter le CSE. Ben, vous allez devoir, là aussi, présenter au CSE les conséquences environnementales de votre projet de mise en place de badges. En pratique, ça veut dire que dans votre document d'information consultation, vous allez présenter votre projet et vous aurez une partie dédiée aux conséquences environnementales du projet. Et ce, même s'il n'y a pas de conséquences environnementales, vous allez écrire que le projet n'emporte pas de conséquences environnementales. Autre point de vigilance, c'est la rédaction de l'ordre du jour. Vous allez dans votre ordre du jour mettre information, consultation du CSE, si je reprends mon exemple, sur le projet de mise en place des badges et conséquences, et sur les conséquences environnementales de ce projet. D'accord ? Donc, il va falloir l'intégrer avant. Peut-être une question avant d'avancer un peu plus loin. Je rebondis sur une question de Caroline Panucci qui demande comment définir du coup les conséquences environnementales. Alors, ça serait trop simple si on avait une feuille de route précise. Les conséquences environnementales, comment dirais-je, c'est à vous de les définir. Alors, on va voir après, sur les slides suivants, les informations que vous pouvez mobiliser au sein de l'entreprise qui existe déjà. Mais il n'y a pas plus de précision dans le Code du travail quand vous consultez votre CSE au titre de l'article L2312-8 sur la marge générale de l'entreprise. Les seules précisions que vous avez dans le Code du travail, et je vais y revenir, c'est sur les consultations récurrentes, orientation strat, situation économique et financière et politique sociale. Là, comme vous le savez, vous devez vous baser sur la BDES et le Code du travail est venu énumérer le contenu de la rubrique environnement de la BDES du fait de l'entrée en vigueur de la loi climat. Donc, je vais y revenir. Si on continue les slides, mais désolé, malheureusement, il va falloir, entre guillemets, si j'ose dire, se creuser un petit peu les méninges parce que pour les consultations ponctuelles sur les projets, nous n'avons pas de liste
d'informations à donner au CSE. Alors justement, sur les consultations récurrentes, donc nos fameux 3 blocs de consultation, orientation strat, situation économique et financière et politique sociale. Là, vous avez la BDES. Donc, elle devient, en toute logique, BDES environnementale, donc BDESE. Ça, c'est en vigueur. Il y a un décret du 26 avril 2022 qui est venu lister les informations qui doivent figurer dans la rubrique numéro 10 de votre BDES. Et ce thème, c'est important de l'avoir à l'esprit, il doit figurer dans votre BDES, y compris si vous avez aménagé le contenu de votre BDES par accord collectif. D'accord? Si je poursuis dans les slides, vous verrez que les informations donc à mettre dans la BDES pour vos consultations récurrentes, elles diffèrent selon que l'entreprise compte moins de 300 salariés ou 300 et plus. Et là, vous avez une liste qui est fixée par le Code du travail que je vous ai remise, donc avec des sous-rubriques à insérer dans vos BDES environnementales. Donc, pour les moins de 300, il y a une rubrique politique générale en matière environnementale, une rubrique économie circulaire et une rubrique changement climatique. Si je passe au 300… Je pose la question parce que j'ai Marion Bellé qui pose une question pour les entreprises de moins de 50 salariés. Ces consultations sont obligatoires? Non, les consultations récurrentes sont uniquement pour les entreprises de 50 salariés et plus et qui en fait ont un CSE à attribution élargie. Ce sont les anciens comités d'entreprise. Donc, ces consultations-là, elles ne concernent que les entités de 50 et plus. Sur les 300 et plus, donc si je poursuis sur le slide d'après, donc les rubriques à renseigner dans la BDES sont un petit peu différentes et dépendent de la question de savoir si l'entreprise est soumise à la déclaration de performance extra-financière ou pas. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, je pense que c'est plus pour vous, comme cela vous a été dit tout à l'heure, vous pourrez télécharger le support, vous aurez toutes les informations, mais vous verrez que la liste est assez précise et ne laisse pas de possibilités créatives sur la question de la BDESE. Là où ça va être encore une fois un peu plus compliqué, c'est sur les projets ponctuels sur lesquels vous allez consulter votre CSE. Donc, si on poursuit la présentation, alors, je vous ai mis pour information ce que c'était qu'une déclaration de performance extra-financière. Là aussi, je ne vais pas m'attarder, mais retenez que pour les entreprises de 300 et plus, selon leur chiffre d'affaires et leur nombre de salariés, elles peuvent être tenues ou non à cette déclaration de performance extra-financière. Et en fait, selon que les entreprises soient tenues ou non à cette déclaration, les données à renseigner dans la BDES ne sont pas les mêmes. Voilà, donc c'est pour ça que vous avez ces précisions qui sont apportées dans la présentation. Donc, sur les risques à défaut de mise en conformité de la BDESE, soyez très vigilants parce que moi, j'ai eu il y a quelques années déjà, avant… alors, sur les 300, est-ce par entreprise ou pour une US? Donc, ça va dépendre en fait du périmètre de votre CSE. Je réponds, pardon, à la question directement, mais si vous avez un comité du US qui est unique pour les entités du périmètre de l'US, vous allez regarder l'effectif de l'US, puisqu'effectivement, vos obligations, c'est des obligations vis-à-vis du CSE. Donc, il faut regarder sur le périmètre du CSE quel est l'effectif. Sur les risques, si on ne met pas en conformité sa BDES, c'est que demain, si vous avez un projet par exemple, de transfert d'une activité, le CSE, s'ils ont envie de vous bloquer, pourront aller devant le juge et dire « moi, je demande la suspension du projet parce que l'employeur n'a pas mis sa BDES à jour. Il n'y a toujours pas la rubrique environnementale. » Donc, c'est vraiment important parce que ça peut être un moyen de pression pour essayer de bloquer la réalisation d'un projet, estimant que l'employeur n'est pas à jour de ses obligations en matière de BDES. Au-delà du risque d'entrave qui est plus théorique que pratique, le risque de suspension du projet avec en parallèle une demande de communication des informations qui manquent sur la BDES, éventuellement avec une astreinte, ce risque-là, il est beaucoup plus concret. Il ne faut pas croire qu'il soit pour le coup purement théorique. C'est des choses qu'on rencontre dans la vie des entreprises, y compris avant la BDES environnementale. D'accord ?
Donc, si je continue sur les consultations, pour le coup, ponctuelles, celles qui sont indépendantes de la BDES, c'est-à-dire que le support n'est pas la BDES, il n'y a pas de définition légale. Donc, c'est ce que je disais en réponse à une question tout à l'heure. Le Code du travail ne précise pas les informations que l'employeur doit fournir. Donc, c'est aux employeurs, finalement, de déterminer ce qui va devoir être communiqué. Et notamment, alors j'ai parlé de plein de projets différents, mais se pose la question pour les projets de PSE également, de plans sociaux. Et finalement, il faut se retrancher derrière la jurisprudence de base qui dit que l'information qu'on donne au CSE, elle doit être complète, loyale et utile selon le projet présenté pour que le CSE puisse se prononcer en ayant une vision complète du projet et de ses conséquences, en l'occurrence au plan environnemental. Et même si votre projet n'a pas de conséquences environnementales stricto sensu, c'est ce que je disais tout à l'heure, il va quand même falloir indiquer dans votre document d'infoconsult que le projet n'a pas de conséquences environnementales. D'accord? Alors, je vous ai mis des exemples, mais c'est plus pour vous, des données internes que vous pouvez utiliser quand vous recherchez des conséquences environnementales à présenter à vos CSE. En fait, il existe déjà des choses dans l'entreprise qui vont dépendre de la taille de votre entreprise. Mais vous avez notamment tout ce qui est en lien avec la RSE et notamment les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, ESG. Vous avez également, on en a parlé, la déclaration de performance extra-financière qui contient de nombreuses informations environnementales et qui rend compte de la politique RSE de l'entreprise. Il y a aussi le plan de mobilité employeur, pour ceux qui en ont un, qui va recenser les mesures concrètes qui visent à optimiser et augmenter l'efficacement des déplacements des salariés d'une entreprise pour diminuer les émissions polluantes et réduire le trafic routier. Il y a également le bilan carbone, qui est un outil de comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre qui doit être actualisé tous les 4 ans. Et là aussi, selon l'effectif, vous y êtes tenu. Certaines entreprises sont sur un bilan simplifié, d'autres un bilan global. Ça, ce n'est pas exhaustif, hein, ce tableau-là, mais ça vous donne des exemples de documents où vous pouvez aller rechercher en interne au sein de votre entreprise pour alimenter vos consultations de CSE en matière environnementale. Alors, les experts sur les consultations, sur les orientations stratégiques, la situation économique et financière et la politique sociale, donc les fameuses consultations récurrentes, vont évidemment voir leur périmètre élargi. C'est-à-dire que quand un expert est désigné par le CSE pour l'assister pour la présentation des comptes, il va pouvoir étudier les aspects environnementaux liés à la présentation de ces comptes. Donc, ça veut dire qu'il va vous demander probablement des pièces supplémentaires en lien avec ces questions environnementales, sachant que c'est un expert comptable, il n'est normalement pas spécialisé sur les questions environnementales, mais il pourra éventuellement déléguer à un expert spécialisé dans la matière la partie environnement. Donc, le risque, c'est quand même d'avoir une petite inflation des honoraires des experts comptables qui assistent le CSE dans le cadre des 3 consultations récurrentes. Pour les consultations ponctuelles, les experts n'ont pas de rôle en matière environnementale. Il n'y a pas de changement. Voilà ce qu'on pouvait dire pour la loi climat, donc je repasse la parole. Oui, du coup, on voulait aussi faire un point sur la loi santé, hein, qui date aussi de août 2021, mais dont la majorité des dispositions sont applicables depuis le 31 mars 2022, et vous devez vous en douter dans vos organisations. Quels sont les rappels que vous voulez nous donner, Marion? Alors, quelques rappels rapides, mais importants, puisque c'est entré en vigueur depuis le 31 mars. Le rendez-vous de liaison, donc ça, c'est une nouveauté instaurée par la loi santé du 2 août 2021. Ça permet concrètement, donc ce n'est pas un rendez-vous médical, hein, c'est un rendez-vous entre l'employeur et le salarié qui est encore en arrêt de travail d'une durée d'au moins 30 jours. Et ce rendez-vous, il a pour objet d'informer le salarié qu'il peut bénéficier d'actions de prévention de la désinsertion professionnelle, de mesures d'adaptation et d'une visite de pré-reprise. Ce rendez-vous, il est organisé à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Mais attention, l'employeur doit informer le salarié de l'existence de ce rendez-vous. D'accord? Donc, vous devez, dans vos templates, bien penser, pour les arrêts d'au moins 30 jours, à informer les salariés de la possibilité, ce n'est pas une obligation, hein, de bénéficier de ce rendez-vous de liaison.
Donc, il y a un question-réponse qui a été diffusé à cet effet par le ministère du Travail et qui précise que le salarié qui accepte ce rendez-vous se voit proposer une date dans les 15 jours par l'employeur et le service de prévention et de santé au travail est prévenu par l'employeur 8 jours avant la tenue du rendez-vous. Donc, le rendez-vous de liaison, il concerne aussi les congés maternité, Marion? Alors, dans la rigueur des principes, ce sont les arrêts de travail. Donc, le congé maternité n'est pas à proprement parler un arrêt de travail. Bon, après, est-ce que ça sera élargi dans la pratique? Aujourd'hui, quand on fait une lecture stricte du texte, c'est vraiment l'arrêt de travail. Après, je ne vois pas comment on peut reprocher à un employeur de l'avoir élargi au congé de maternité. C'est juste qu'après, il faut faire attention à l'égalité de traitement. Si vous le faites pour l'un, il faut le proposer à tous. Donc, attention à ça. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire sur le rendez-vous de liaison. Visite de pré-reprise. Attention, les délais, les durées d'arrêt de travail permettant la visite de pré-reprise ont évolué. Avant le 31 mars 2022, c'était les arrêts de plus de 3 mois. Depuis le 31 mars, c'est les arrêts de plus de 30 jours. Donc, on est vraiment sur la pré-reprise, c'est-à-dire pré-reprise, je rappelle, je suis encore en arrêt de travail, mais je vais rencontrer le service de santé au travail pour pouvoir préparer ma reprise. L'idée, c'est de favoriser la reprise au poste et d'éviter, dans toute la mesure du possible, les inaptitudes. D'accord? Donc, la pré-reprise, ça reste un examen facultatif. Ça permet de préparer évidemment le mieux possible le retour au travail. Le médecin du travail peut notamment recommander des aménagements, des adaptations de poste, des préconisations de reclassement, un essai encadré, je reviendrai après sur l'essai encadré, des formations professionnelles pour préparer cette reprise avec probablement des mesures d'adaptation à mettre en place sur le poste du salarié. Visite de pré-reprise toujours. Attention, là aussi, dans vos templates, l'employeur doit informer le salarié de la possibilité de solliciter l'organisation de la visite de pré-reprise. Cette information, elle peut être faite pendant le rendez-vous de liaison. Donc, en fait, il y a deux situations. Vous allez, dans tous les cas, informer le salarié de la possibilité de bénéficier d'un rendez-vous de liaison. Si le salarié l'accepte, au cours de ce rendez-vous, l'employeur informe le salarié de la possibilité de bénéficier d'une visite de pré-reprise. Deuxième situation, l'employeur a informé le salarié de la possibilité d'avoir ce rendez-vous de liaison, mais le salarié le refuse. Dans ces cas-là, il faut que vous informiez par écrit le salarié de la possibilité de bénéficier d'une visite de pré-reprise. D'accord? Et la visite de pré-reprise, encore une fois, elle reste facultative. Le salarié n'est pas tenu d'effectuer une visite de pré-reprise. La visite de reprise, là aussi, vous avez peut-être vu passer des petites évolutions. Donc, je rappelle, avant le 31 mars 2022, elle était obligatoire à l'issue d'un congé de maternité. Elle l'est toujours. Elles sont de temps en temps oubliées, ces visites de reprise. Il faut bien y penser. La visite de reprise, elle était obligatoire avant le 31 mars 2022 pour les absences pour cause de maladie professionnelle, quelle que soit la durée de l'arrêt de travail. Ça n'a pas changé. La visite de reprise, elle était obligatoire pour absence d'au moins 30 jours pour accident du travail. Ça n'a pas changé. En revanche, pour les absences pour maladie ou accident non professionnel, on était sur des durées d'absence d'au moins 30 jours avant le 31 mars 2022. Depuis le 31 mars, on est passé à 60 jours. Donc, je ne sais pas si vos SST se sont bien mis à jour de toutes les obligations. Alors, je vois qu'il y a des questions en lien avec ça. Alors, oui, alors pour la visite de pré-reprise, est-ce qu'on peut l'informer dans le même courrier que celui qui concerne le rendez-vous de liaison? Bien sûr, pas de difficulté. Oui. Et il y avait une autre question sur la pré-reprise à 30, les arrêts de 30 jours. Il y a une personne de son organisation ne souhaite pas la faire pour manque de temps, mais je pense que vous avez aussi répondu que ce n'était pas obligatoire forcément. Non, mais par contre, vous, employeur, vous devez vous ménager la preuve que vous avez informé le salarié de cette possibilité. Après, on va se dire les choses simplement, le SST, lui, il n'engage pas sa responsabilité, d'accord? Parce que c'est prévu nulle part dans les textes. Donc, ils vous disent on est engorgé, on ne peut pas tenir les délais, mais très honnêtement, certes, c'est facultatif, je vous rejoins à 100%, mais le salarié qui veut bénéficier de sa pré-reprise, il doit normalement pouvoir en bénéficier s'il a été absent au moins 30 jours. Et c'est là où le bas blesse, parce que, in fine,
qui va être le responsable de tout ça? On va aller chercher la responsabilité de l'employeur. Alors certes, l'employeur, il va dire, mais c'est pas moi j'ai informé, c'est le SST. Mais comme le SST, lui, n'engage pas sa responsabilité, vous voyez, c'est quand même dérangeant. Donc moi, je pense que la préco par rapport à ça, c'est d'écrire au SST en disant, moi, en ma qualité d'employeur, j'ai l'obligation d'informer les salariés qui sont arrêtés depuis au moins 30 jours de la possibilité de bénéficier d'une visite de pré-reprise. Je vous demande de bien vous conformer à vos obligations en la matière. Après, ils ne le font pas, j'ai envie de dire, à l'impossible, nul n'est tenu, mais au moins vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir pour que cette visite puisse se tenir si le salarié souhaite en bénéficier. On va avancer. Voilà, c'est exactement la réponse de David Souvendry qui dit qu'il faut mettre en demeure. C'est tout à fait mon propos. Il faut écrire, surtout écrivez, puisqu'il n'y a que ça qui reste dans les dossiers. Un mot rapide sur l'essai encadré. Donc, l'essai encadré, c'est une petite nouveauté loi santé qui est à l'initiative du salarié. Il peut être proposé, par exemple, par le service de l'assurance maladie. Alors, c'est quoi concrètement? C'est un essai, comme son nom l'indique, pendant l'arrêt de travail et qui va permettre aux salariés de tester la compatibilité d'un poste de travail avec les capacités restantes du salarié concerné. Alors, soit dans l'entreprise d'origine, soit dans une autre entreprise. Et donc, ça va évidemment aider là aussi à préparer la reprise. Et si ce n'est pas une reprise à l'ancien poste, éventuellement de voir les aménagements qui peuvent être mis en place ou pourquoi pas envisager une reconversion professionnelle. Donc, cet essai encadré, il dure 14 jours ouvrables. C'est renouvelable dans la limite de 28 jours. Sa durée peut être fractionnée et c'est accessible à tout salarié. Simplement, ça laisser encadrer, vous n'avez pas, vous, côté employeur, à faire de démarches particulières pour le proposer aux salariés. Ça, la logique du texte voudrait que ce soit plutôt les services médicaux qui soient à l'origine de cette proposition d'essai encadré. Donc, soit plutôt le service médical de l'assurance maladie, soit votre service de santé au travail. Alors, toujours sur l'essai encadré, donc je vous ai mis la formalisation. Soit c'est au sein de l'entreprise, et là, vous devrez désigner un tuteur qui va accompagner le salarié et rédiger un bilan. Soit ça peut se faire au sein d'une autre entreprise, donc là, il n'y a pas de formalité particulière. Pour formaliser l'engagement, donc il y a beaucoup de parties prenantes, puisqu'il ne faut pas oublier qu'on est pendant l'arrêt de travail, et on fait travailler quelqu'un, ce qui quand même, par définition, n'est pas très naturel. Donc le service social de l'assurance maladie, le médecin traitant, le médecin conseil, le médecin du travail, le tuteur, etc. vont devoir être associés à cet essai encadré. Pour l'instant, je n'ai pas eu de retour d'expérience. Si vous en avez, c'est intéressant, mais je ne pense pas, parce que, à mon avis, ça ne va pas être évident en pratique à mettre en place et il n'y a pas de versement du salaire puisque le salarié est quand même en arrêt de travail. Donc, il va percevoir ses indemnités journalières et le cas échéant, le complément employeur. Visite de mi-carrière, donc nouvelle visite créée par la loi santé. Donc, cette visite, elle aura lieu donc, à un âge précis fixé par accord de branche en fonction des spécificités du secteur d'activité ou à défaut, la loi nous dit, durant l'année civile du 45e anniversaire. Donc, cette visite, elle peut être anticipée, elle peut avoir lieu entre les 43 et les 45 ans du travailleur. L'objectif, c'est quoi? C'est d'établir un état des lieux de l'adéquation du poste de travail par rapport à l'état de santé du travailleur, d'évaluer les risques de désinsertion professionnelle et de sensibiliser le travailleur aux enjeux du vieillissement au travail et sur la prévention des risques. Cette visite, elle est organisée à l'initiative du service de prévention de santé au travail, de l'employeur ou du salarié. Ce n'est pas une obligation. Qui réalise cette visite va aller réaliser par un médecin du travail, un infirmier en pratique avancée ou un infirmier en santé au travail. Donc, l'idée, c'est là aussi d'éviter d'avoir des inaptitudes sur des métiers un peu plus pénibles. À partir de 45 ans, la courbe augmente et on essaye effectivement, avec cette visite de mi-carrière, aussi de réfléchir à la prévention des risques et pourquoi pas à l'évolution du salarié sur un poste qui serait moins pénible. Ça peut être aussi, cette visite peut être l'occasion de réfléchir à ça également. Juste très rapidement, parce que le temps va nous manquer pour tout aborder dans les temps. Dans le cadre de laisser encadrer le complément employeur qui doit être versé, c'est le légal ou le conventionnel? Alors, on ne se préoccupe pas, comment dirais-je, de laisser encadrer.
on raisonne par rapport à vos obligations issues de votre convention collective. Il est en arrêt de travail, donc ça dépend de sa durée d'arrêt, ça dépend de son ancienneté, etc. Mais qu'il soit en essai encadré ou pas, ça ne vient pas perturber votre raisonnement. Il est traité comme un salarié en arrêt de travail en paye. La visite mi-carrière, oui, elle est obligatoire pour les salariés. Donc, au cours du 45e anniversaire, c'est une visite qui est obligatoire, oui. Enfin, elle est obligatoire. Et en tout cas, le salarié doit pouvoir en bénéficier. Après, s'il choisit de ne pas s'y rendre, moi, je pense que… Alors, on n'a pas de recul encore, hein, c'est quelque chose qui reste nouveau, mais sur la mi-carrière, ce qui peut être intéressant, c'est d'en discuter avec votre SST pour cibler les postes, je dirais au moins ceux qui sont les plus pénibles, pour systématiser ces visites, enfin, que ce soit en tout cas le SST qui en prenne systématiquement l'initiative, mais vous aussi, de votre côté, regardez par rapport à votre population, parce que en l'état actuel du texte, ne sont pas visés uniquement les postes pénibles. Hein. C'est normalement pour tous les salariés au cours de l'année de leur 45e anniversaire. Concernant la visite post-exposition. Alors, un mot rapide sur la visite post-exposition. Donc, elle a été un petit peu modifiée par la loi santé. Donc là, c'est l'hypothèse où, pour le coup, j'étais salariée, je bénéficiais soit d'un dispositif de suivi individuel renforcé, parce que j'avais, par exemple, des problèmes de santé spécifiques, ou j'étais exposée à des facteurs de pénibilité particuliers. Et en fait, j'ai droit à une visite post-exposition, soit parce que je ne suis plus exposée aux facteurs de pénibilité, ou alors parce que je pars à la retraite. D'accord? Donc, 2 cas de figure. Dans ce cas-là, je vais voir le médecin du travail et l'objectif de cette visite, c'est qu'il n'y ait pas un arrêt brutal du suivi, en fait. J'ai été suivie parce que j'étais exposée à des facteurs de risque et le jour où je ne suis plus exposée, typiquement, je pars à la retraite, tout s'arrête. Et l'idée, c'est que le médecin du travail puisse passer le relais au médecin traitant en faisant un état des lieux, un bilan de la santé du salarié post-exposition. Alors, pour ceux qui ont déjà plus de 45 ans, nous n'avons pas de réponse aujourd'hui. Effectivement, je pense qu'il est quand même plus logique de commencer par les plus âgés, entre guillemets, même si le terme n'est pas très élégant. Mais si on prend la loi stricto sensu, c'est ceux qui, au cours de l'année, ont eu leur 45e anniversaire. Mais je ne trouve pas très logique de dire il a 55 ans, finalement, il n'a pas besoin de sa visite mi-carrière. Donc, je pense que c'est à partager avec votre SST aussi, parce qu'ils ne pourront pas faire toutes les visites à tous les collaborateurs qui ont 45 ans et plus. Inaptitude, un mot rapide, je vous laisse introduire. Non, mais on voulait en reparler parce que voilà, on attendait une grosse décision de la Cour de cassation concernant le reclassement des salariés inaptes. Et pour rappel, hein, il va bien 13 heures, il nous reste 2 chapitres, donc pour ceux qui peuvent rester avec nous, sinon le replay va être aussi disponible sur le site de la NDRH et vous pourrez écouter Marion Robert sur l'inaptitude et le pouvoir d'achat. Alors, c'est effectivement plus rapide, mais sur l'inaptitude, je vous ai remis le schéma global selon qu'on soit justement déclaré apte ou inapte par le médecin du travail. Et c'est vrai que quand on est déclaré inapte, il y a une recherche de reclassement qui doit être faite et ce n'est qu'à défaut de reclassement possible qu'on peut licencier le salarié pour inaptitude. Mais il y a aussi, depuis la loi El Khomri de 2016, la possibilité pour le médecin du travail de dispenser l'employeur de reclassement. Donc, si on poursuit les slides, les hypothèses de dispense de recherche de reclassement, il y en a 2. C'est quand tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, ou hypothèse 2, l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Donc, c'est quelque chose que le médecin du travail coche sur l'imprimé qu'il remplit à l'issue de la visite médicale de reprise. Précision, l'inaptitude ne peut être constatée que lors de la visite de reprise et pas lors de la visite de pré-reprise. Si je poursuis, donc se poser la question de savoir si on devait quand même consulter le CSE sur le reclassement dans l'hypothèse où je suis dispensée de reclassement. Les cours d'appel étaient très partagées sur la question, donc on attendait impatiemment un arrêt de la Cour de cassation qui est arrivé le 8 juin et la Cour de cassation dit si le médecin du travail dispense l'employeur de reclassement, vous n'avez pas à consulter le CSE sur le reclassement. D'accord? Donc maintenant, les choses sont claires. Si je suis sur un cas de dispense de reclassement, je n'ai pas à consulter mon CSE.
Je vais quand même rebondir sur une question de Marjorie, et on en avait parlé tous les deux, Marion, sur l'année dernière, une nouvelle formation est devenue obligatoire, celle des futurs retraités concernant les gestes de premier secours. À partir de quel âge et quel est le programme obligatoire? Elle n'a pas trouvé de précision sur cette question. Alors moi, j'étais pas au courant de cette formation. Peut-être que Marion non plus. Bah, en fait, je pense que ça dépend des secteurs d'activité. Il n'y a pas d'obligation générale. Donc, j'ai pas en tête le point. Je vous avoue qu'il faudrait que je le vérifie. Je suis désolée. On reviendra vers vous, Marjorie. Françoise Ossan qui me demande si les consultations du CSE s'appliquent-ils dans le secteur public? Alors, les textes qu'on vise, ce sont les textes applicables aux entreprises de droit privé. Donc après, sauf à ce que ces entreprises-là soient quand même des entreprises privées en charge d'une mission de service public, et auquel cas, sauf statut particulier, elles relèvent normalement du Code du travail. Pour le reste, pour ce qui est public pur, malheureusement, ça sort de ma compétence. Nous ne sommes plus sur le droit du travail applicable aux entreprises de droit privé. Okay, donc, si on poursuit, du coup, vous verrez en rouge le cas où on est dispensé de reclassement, il n'y a plus de consultation du CSE et on passe directement à la procédure de licenciement pour inaptitude. On va prendre quand même une question. Quid en cas de dispense de reclassement d'un salarié protégé? Faut-il consulter le CSE sur le licenciement? Ça, c'est effectivement une excellente question. Vous avez deux procédures là. Vous avez la procédure de licenciement pour inaptitude et vous avez également la procédure de licenciement du salarié protégé. On doit, selon la nature du mandat et notamment si le salarié est membre du CSE, consulter le CSE sur le projet de licenciement. Donc, on ne va pas le consulter si on est dispensé de reclassement sur le reclassement en tant que tel, mais on va le consulter sur le projet de licenciement du salarié, puisqu'il est salarié protégé. Donc, en fait, il y a vraiment la procédure protectrice applicable au licenciement des protégés qui vient se télescoper avec la procédure de licenciement pour inaptitude. Donc, oui. On va avancer. Alors, sur le pouvoir d'achat, on voulait voir quelles sont les mesures qui sont d'ailleurs en cours de discussion au Parlement. Oui, très rapidement, pour terminer notre petite session de ce matin. Donc, vous en avez entendu parler, c'est relayé abondamment par les médias. On a un projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, donc qui est discuté actuellement au Parlement, donc qui donne lieu à moult commentaires, discussions. Il y a deux volets qui, à ce jour, à l'heure où on se parle, parce que ça peut évidemment évoluer, me paraissent intéressant pour l'entreprise si on veut aider les salariés à maintenir leur pouvoir d'achat dans le contexte actuel de l'inflation. Il y a notamment pour l'intéressement un assouplissement des règles avec une possibilité dans le projet de loi de mettre en place de l'intéressement pour une durée maximale de 5 ans. Je rappelle qu'aujourd'hui, c'est 3 ans maximum. On facilite aussi la mise en place par décision unilatérale. Donc, pour les entreprises qui n'ont ni délégués syndicaux ni CSE, s'il n'y a pas d'accord de branche, l'employeur pourrait informer les salariés par tout moyen de la mise en place unilatérale de l'intéressement, ce qui est quand même très facile. Pour les entreprises qui ont au moins un délégué syndical ou un CSE, si je n'arrive pas à négocier un accord d'intéressement, dans ce cas-là, je peux mettre en place unilatéralement de l'intéressement sous réserve que le CSE ait été consulté au préalable. Il y aura également, a priori, en l'état actuel du projet, un dispositif d'intéressement type qui prévoit une procédure dématérialisée de rédaction des accords, donc sur un site dédié à cet effet, avec une suppression du contrôle de forme, puisqu'aujourd'hui, il y a un contrôle de forme qui est réalisé par l'administration du travail quand vous déposez votre accord d'intéressement. Il n'y aurait plus que le contrôle de l'URSSAF qu'on connaît pour s'assurer que l'accord d'intéressement est bien conforme à vos obligations pour bénéficier des exonérations sociales et fiscales. Prime pouvoir d'achat. Oui, pardon. Pour rebondir, Marjorie, vous nous parlez du coup pour la formation à la pré-retraite des personnes qui vont aller à la retraite. Il y a Isabelle qui nous a répondu et c'est assez intéressant parce qu'il y a un décret
qui est paru le 20 avril 2021. Donc, Marjorie, je vous laisse aller voir le décret qui est paru le 20 avril 2021 pour répondre à votre question sur les gestes de premier secours. Voilà. Sur la prime pouvoir d'achat, Marion. Alors, juste pour terminer, donc la prime pouvoir d'achat, donc si on va sur le tableau qui est sur le slide suivant, la prime pouvoir d'achat, donc je vous ai résumé, alors en l'état actuel des discussions, hein, ça peut évoluer, ce que c'est aujourd'hui la prime pouvoir d'achat, donc avec les dispositions actuelles dans la colonne de gauche et colonne de droite, les évolutions qui sont envisagées à ce stade. Donc, il y a une différence selon la période à laquelle ces primes seraient versées. Donc, pour les primes versées à compter du 1er août 2022, elles seraient exonérées de cotisations et de l'ensemble des contributions et taxes dans la limite de 3 000 € par salarié. Cette prime, elle serait assimilée à l'intéressement pour l'assujettissement à forfait social. Donc, les entreprises de plus de 250 salariés seraient donc redevables du forfait social au taux de 20% sur les sommes exonérées de cotisations. La limite d'exonération de cotisation est portée à 6 000 € pour les employeurs qui soit mettent en œuvre un accord d'intéressement, soit mettent en œuvre un accord de participation, si la mise en place de l'accord de participation n'est pas obligatoire, donc autrement dit pour les moins de 50. Pour les primes versées entre le 1er août 2022 et le 31 décembre 2023, la prime donc, qui serait versée à un salarié qui a une rémunération brute inférieure à 3 SMIC serait exonérée d'IR et de CSG-CRDS. Et en cas de cumul entre la prime de partage de la valeur 2022 et la PEPA 2021, parce qu'elle a un petit peu changé de nom, hein, mais c'est quand même la même, le montant total exonéré d'IR au titre des revenus de l'année 2022 ne peut excéder 6 000 €. Sachez qu'en commission des affaires sociales, les députés ont adopté déjà plusieurs amendements, notamment la possibilité de fractionner le montant de la prime, la possibilité d'individualiser la prime en fonction de l'ancienneté du salarié. Aujourd'hui, on peut simplement individualiser par rapport au temps de présence du salarié ou à sa durée du travail. Voilà, et puis il y aurait une consultation du CSE et non pas simplement une information du CSE quand la prime est mise en place de façon unilatérale. Voilà ce qu'on peut dire à ce stade sur la future PEPA. Un dernier mot, on n'a pas encore le détail, mais sachez que le projet de loi de finances rectificative pour 2022 prévoit aussi des petites choses pour aider au pouvoir d'achat à la lutte contre l'inflation. Donc, c'est notamment l'indemnité carburant. Alors, ça sera à l'ordre du jour de la séance de l'Assemblée nationale du 21 juillet, donc après-demain. Le dossier de presse du ministère mentionne que cette prime serait attribuée aux salariés les plus modestes se rendant sur leur lieu de travail en voiture. Donc, c'est vraiment pour les aider face à l'augmentation du coût de l'essence. Son montant annuel varierait entre 100 et 300 € par véhicule et par actif. Et il y aurait une possibilité de moduler selon le niveau de revenu et la composition du ménage et éventuellement d'avoir un bonus pour les personnes qui habiteraient à plus de 30 km de leur lieu de travail ou qui parcourraient plus de 12 000 km par an dans le cadre professionnel. L'idée, ça serait que ça rentre en vigueur au 1er octobre prochain. Il y a également en commission des finances un amendement qui a été adopté sur le relèvement du plafond de défiscalisation des heures supplémentaires de 5 000 à 7 000 € au titre de l'année 2022. Bon, voilà, tout ça, ce sont encore une fois, c'est vraiment un pré-projet à ce stade, hein, mais c'est pour vous donner aussi des pistes de réflexion pour aider vos collaborateurs parce qu'il y aura des choses évidemment qui vont en sortir de ces deux projets de loi, peut-être un tout petit peu différentes de ce qu'on a vu aujourd'hui, puisque aujourd'hui on a fait en l'état actuel des informations dont on dispose et des discussions au Parlement. Mais voilà, on trouvait intéressant de vous en parler d'ores et déjà à titre de petit sujet pour la rentrée. Mais en tout cas, merci beaucoup, Marion. C'était très, très, très intense. On avait beaucoup, beaucoup de sujets à aborder et surtout une présentation avec beaucoup, beaucoup d'informations. Donc, un grand, grand merci, Marion. Je vois plein de commentaires là qui de notre prestation, mais surtout de la vôtre. Et surtout, hein, on reviendra vers vous à la rentrée avec de tout nouveaux webinaires. Hein. Vous pouvez déjà en retrouver certains sur le site de la DRH. Vous pouvez aussi suivre Marion sur LinkedIn. Hein. Son lien via Livestorm, c'est assez facile à trouver. Et en tout cas, moi, je vais vous souhaiter de très belles vacances. Il va y avoir beaucoup de sujets hein,
à la rentrée, dont moi, j'organise le séminaire Jeunes Pro. Là, vous pouvez aussi faire passer le message auprès de vos jeunes pros au sein des groupes locaux. Hein, ça sera chez Orange le 30 septembre avec bientôt une ouverture des inscriptions sur le site de la NDRH, de nombreux webinars, de nombreux mémos, avec une rentrée assez riche. Hein. Il va y avoir beaucoup d'actualités et on va vous retrouver, je pense, avec le cabinet Actance à la rentrée. Avec grand plaisir. Très intéressante. Moi, en tout cas, buvez beaucoup d'eau, hein, c'est important. Il fait super chaud, on reste au frais et surtout profitez de vos vacances. Et on se retrouve à la rentrée. Je vous souhaite une belle journée. Merci encore, Marion. Merci beaucoup à tous et très bel été à tous. À bientôt. Au revoir.